Comment réussir son stage en banque d'affaires, comment faire pour se démarquer des autres stagiaires et surtout comment maximiser ses chances d'obtenir un CDI à la fin de son stage. Aujourd'hui, je vais te présenter mes 3 conseils qui vont te permettre d'optimiser tes chances de réussir ton stage en banque d'affaires. Parce que c'est un peu la question que tous les stagiaires se posent une fois qu'ils ont l'offre. Ok, j'ai l'offre, mais comment je fais en sorte que la banque se rappelle de moi après le stage? Comment je fais en sorte de convertir mon stage en CDI? C'est toutes ces questions-là qui sont, je trouve, assez mal répondues et assez floues. Et c'est pour ça qu'on va éclairer tout cela aujourd'hui. J'ai effectué pas mal de stages en M&A, donc je commence un petit peu à comprendre le business. Et bon, j'estime avoir été un bon stagiaire à chaque fois. En tout cas, j'ai eu de très bons retours dans chacun de mes stages. Et en plus, maintenant que je suis en CDI en tant qu'analyste, j'ai un peu cette vision de l'autre côté, c'est-à-dire je vois ce qui me plaît ou pas chez un stagiaire. Et c'est même pas que moi. Entre analystes et entre associés, généralement, on va discuter entre nous pour savoir, ok, tel stagiaire a été bon pour ces raisons-là, et tel stagiaire n'a pas été bon pour ces raisons-là. Ces conseils sont précieux et ils te permettront de vraiment faire la différence pendant ton stage et d'optimiser tes chances de convertir ton stage en CDI, ce qui est finalement le but. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car selon moi, le dernier conseil est vraiment crucial pour bien réussir son stage en banque d'affaires. Donc voilà, sans perdre trop de temps, passons directement au conseil numéro 1. Être proactif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça peut sembler être le conseil un peu bateau que tout le monde va donner. Pour moi, un stagiaire peut montrer sa proactivité de 2 façons. Première façon, tout d'abord il faut que tu montres ton envie d'aider tout le temps. Si tu es stagiaire et que tu as un petit peu de temps, alors n'hésite pas à aller proposer directement ton aide aux analystes. Tu as une chance sur 2 pour qu'un analyste ne dise pas non à un petit coup de main et ça fait toujours plaisir honnêtement. De même le soir quand tu termines de travailler et que tu as fini toutes tes tâches, par exemple s'il est 21h ou 22h, toujours demande si quelqu'un a besoin d'un coup de main avant de partir parce que ça l'a fait mal de partir comme ça et de laisser tout le monde en plan si tout le monde travaille. Toi t'es stagiaire et tu pars avant tout le monde et t'arrêtes de travailler avant tout le monde. Ça peut être mal vu dans certaines situations. Mais attention, parfois l'analyste n'a pas besoin d'aide. Et du coup là tu passes juste pour un mec relou qui va tout le temps lui demander « Est-ce que t'as besoin d'aide? Non. Est-ce que t'as besoin d'aide? Non. Est-ce que t'as besoin d'aide? Non. » Donc c'est pour ça que cette solution a quand même ses limites. Surtout que parfois t'es pas le seul à faire ça, donc en tant qu'analyste on va recevoir 2-3 stagiaires qui vont venir nous demander toutes les 15 minutes « Est-ce que t'as besoin d'aide? » Bon, ça peut être un petit peu énervant. C'est pourquoi la deuxième façon de montrer sa proactivité est bien plus redoutable selon moi. Il faut quand même faire la première, mais si tu fais la deuxième, tu te démarqueras. Si tu as du temps libre et qu'on ne t'a pas donné de travail, alors profites-en pour aller aider sur des projets en interne, ou même pourquoi pas de lancer le tien. Je m'explique et je vais illustrer ça avec un exemple. Dans un de mes précédents stages, l'onboarding des nouveaux employés et stagiaires se faisait de façon très simple. Un des associés de l'équipe venait tout expliquer au nouvel employé, comment paramétrer son ordinateur, comment paramétrer Excel, PowerPoint, tous les process en interne qu'il faut faire, et ça prenait vachement de temps. Cet associé l'a d'ailleurs fait avec moi quand j'étais stagiaire, et je lui en suis très reconnaissant car j'ai vraiment appris pas mal de choses. Et cela est en fait très répétitif pour lui d'expliquer à chaque fois, à chaque nouveau stagiaire ou nouvel employé, comment tout paramétrer. Donc en discutant avec lui, on en est venu à la conclusion qu'il serait bien de créer un espèce de document, un book, qui serait destiné aux nouveaux arrivants et qui expliquerait absolument tout, mais tout de façon très simple. Pour que quand le nouvel employé ou le nouveau stagiaire arrive, il puisse recevoir ce book et en totale autonomie, il puisse configurer de A à Z absolument tout sur son ordinateur, plus commencer à préparer tous les process en interne. En gros, faire l'onboarding en autonomie sans que personne vienne le voir. À toi de trouver un process en interne qui pourrait être amélioré. Je te rassure, il y en a toujours. Il n'y a aucune équipe qui fonctionne parfaitement et tu pourras très vite voir ce qui va pas et ce qui manque pour que l'équipe soit globalement plus productive. Si le contenu que je poste t'intéresse, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo pour me donner un peu de force, ça ferait super plaisir. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et TikTok où je poste des formats beaucoup plus courts mais tout aussi intéressants. Passons au conseil numéro 2. Produire de la qualité plutôt que de la quantité. Ça peut paraître surprenant, mais selon moi, un stagiaire doit vraiment se préoccuper uniquement des tâches qu'on va lui attribuer. J'en vois beaucoup qui demandent plein de travail à tout le monde pour montrer qu'ils sont très motivés, mais finalement, lorsque tout le travail arrive, ils sont débordés et ils ne peuvent pas produire de la qualité, ce qui fait qu'ils vont produire une qualité moyenne à tout le monde. Et ça, c'est la pire erreur. Alors oui, je vous ai dit d'être proactif juste avant, mais vraiment si vous avez rien à faire. Bah pas être proactif si t'as déjà 3 trucs à rendre pour le lendemain.
Parce que moi, quand on me demande d'évaluer un stagiaire, et pas que moi, chaque analyste et chaque associate, eh bien je vais me baser uniquement sur ce que le stagiaire a fait pour moi. Ça paraît logique finalement. Ce qu'il a fait pour les autres, ça m'est égal. S'il était débordé ou pas, ça m'est égal. Je vais juste voir, ok, j'ai travaillé sur ça avec lui, c'était la qualité qui m'a rendu, bien ou pas bien. Voilà. Les staffeurs vont vous donner des projets, des pitchs à faire, et ça vous suffira largement pour être évalué par tout le monde. Prenons un exemple pour illustrer encore une fois. Vous êtes stagiaire en banque d'affaires et aujourd'hui vous avez de la chance, vous n'avez pas grand chose à faire, quelques meetings par-ci par-là, et l'unique chose que vous devez faire c'est rendre 2 profils d'entreprise pour le lendemain. Il est 10h du matin et vous avez toute la journée pour faire les 2 profils. En théorie vous avez le temps d'aider à faire ces 2 profils, plus largement de temps pour faire autre chose. Donc vous pouvez être tenté d'aller proposer votre aide à quelqu'un d'autre. Mais n'allez pas directement indiquer aux analystes que vous avez du temps pour aider, car immédiatement, ils vont vous charger de travail. Et du coup, la qualité de vos profils, ce qui est finalement ce qu'on vous a demandé au départ, peut être affectée par ça. Au lieu de cela, vous allez travailler pour faire les 2 meilleurs profils d'entreprise de votre vie. Si une fois que vous estimez que votre travail est parfait, il vous reste du temps, alors là, oui, vous pouvez aller proposer votre aide aux autres analystes. Et enfin, 3e et meilleur conseil. Je vous en prie, écoutez-moi pour celui-là. C'est vraiment le piège dans lequel tout le monde tombe. Ne négligez pas les tâches faciles. Ça peut paraître un peu évident ce que je viens de dire, mais en fait, il y a un VP qui m'a dit un jour, un analyste n'est pas jugé sur sa capacité à effectuer des tâches difficiles, mais sur sa capacité à exécuter parfaitement des tâches faciles malgré la fatigue, le stress et le temps limité. Et avec le recul, cette phrase est tellement vraie. Et bien sûr, si c'est vrai pour un analyste, c'est encore plus vrai pour un stagiaire. Pendant votre stage, vous allez recevoir des trucs à faire plus ou moins intéressants, plus ou moins faciles. Et par nature, on a tendance à faire un petit peu moins attention aux tâches qui ne nous intéressent pas ou qui sont un peu plus faciles. Et c'est un piège à absolument éviter. Que vous sachiez faire des modèles complexes, des grosses formules sur Excel, que vous soyez très technique là-dedans, c'est bien. Mais donc 90% du temps, on s'en fout. Il y a déjà des analystes et associates qui sont chargés de faire tout cela. Par contre, de la prise de notes, du formatting sur PowerPoint, des recherches sectorielles, des screenings d'entreprise sont des choses vraiment que les analystes auront plus tendance à vous donner. Ils préféreront déléguer tout ça à vous et ça leur permettra de se consacrer et de se concentrer sur des tâches un petit peu plus importantes. Et c'est donc là que votre aide sera la plus précieuse pour nous. Pour résumer un peu tout ça de façon simple, dites-vous que les points négatifs que vous obtiendrez en faisant des choses complexes ne valent pas grand-chose comparé aux points négatifs que vous aurez si vous n'arrivez pas à faire les trucs basiques. Et voilà, vous avez à présent toutes les clés pour réussir parfaitement votre stage en banque d'affaires. J'espère vraiment que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qui est attendu d'un stagiaire en M&A, mais également dans d'autres équipes de la banque d'affaires. Je compte faire d'autres vidéos sur le M&A et la finance plus généralement, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si vous avez des envies particulières. N'hésitez pas à aller checker ma dernière vidéo, à liker celle-ci et à vous abonner pour suivre régulièrement tout ce que je poste.